Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Deuxième vague de départ en vacances, journée de pointe dans les gares parisiennes. La SNCF se met en 4 sur la route Levallois. Politique, le deuxième porte-avions dont pourrait se doter la France fait débat entre les candidats. Le petit frère du Charles de Gaulle entre dans la campagne présidentielle. La fin du sommet France-Afrique sur un bilan modeste dominé par le drame du Darfour. Au plan politique, c'est probablement une page qui se tourne. Enfin, pour Chirac, l'Africain, le dernier sommet de son quinquennat. À l'occasion du salon Rétromobile à Paris, Ferrari n'aura plus de secret pour nous. Le célèbre constructeur italien nous ouvre son atelier, celui où sont soignés et restaurés comme des œuvres d'art ces trésors de la mécanique. Enfin, Juliette Gréco sur scène à Paris au Théâtre du Châtelet pour ses 80 ans. La muse de Saint-Germain-des-Prés, l'amie de Sarre-Sagan où Boris Vian continue de marquer son époque avec 4 concerts exceptionnels. En piste donc pour les vacances de février avec dès cet après-midi des milliers de voyageurs dans les gares parisiennes. La SNCF met en place les grands moyens et pour orienter les passagers pour cette deuxième vague de départ, les gilets rouges, en particulier à la gare de Lyon où il y avait affluence sur les quais. Yvan Martinet, Vincent Bouffartigue. 19h, gare de Lyon, les bagages ont des formes de belles vacances. Au bout des voies, Courchevel, Bourg-Saint-Maurice et un programme ultra chargé. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Du ski. Mais encore? Du ski. Et? Du ski. Et rien, non vraiment rien, ne saurait ébranler leur foi, surtout pas les mots qui fâchent. Hématome, fracture, bosse, chute. C'est pas du tout dans mon esprit, non. J'y pense pas, non. Si. Non. Si. Non. Avant l'attente, au remonte-pente, embouteillage devant l'horodateur. Alors la SNCF a mis les bouchées doubles pour que ces quelques chanceux aient les pistes devant eux. Un jour normal, c'est une centaine de TGV au départ de la gare de Lyon. Aujourd'hui, c'est 152 TGV et puis 100 000 voyageurs par jour, un jour, on va dire, lambda. Et puis aujourd'hui, 250 000 passagers vont rejoindre les stations de sport d'hiver. Car ces vacances de février pour la zone C vont animer les quais. Durant les 3 prochains week-ends, 3 200 000 passagers passeront par les gares parisiennes. Finalement, les seuls dans cette gare à ne pas partir, ce sont eux. Je vais pas tarder à partir, la semaine prochaine. Donc ça va. Ouais, patient toute semaine. Consolation pour ceux qui restent, des températures plus clémentes, et puis rien ne vous empêche de vous offrir quand même une raclette. Sur les routes, une circulation dense aux sorties de la capitale cet après-midi, mais les difficultés sont surtout attendues demain. Bison Futé a classé la journée orange partout en France, rouge en Bourgogne, en Rhône-Alpes vers l'accès aux stations. Et dans le sens des retours, pour ce premier chassé-croisé, la journée est également classée orange en Rhône-Alpes et sur les routes des sports d'hiver. Après le désastre des chiffres de la sécurité routière en janvier, les contrôles se multiplient partout en France. Les automobilistes sont appelés à lever le pied, à respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité. Des consignes très strictes ont été données, comme le montre ce reportage au péage de Saint-Arnoux, Diego Garcia, Madi Diawara. Renforcement des contrôles, encore plus de fermeté contre les chauffards. Après un mois de janvier catastrophique, les consignes du gouvernement sont strictes et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont appliquées avec zèle. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Donc nous venons de vous intercepter le téléphone à la main. Aucune chance d'échapper au PV, malgré des explications qui se veulent convaincantes. Enfin, j'ai eu un appel, donc j'ai dit je vous rappelle. À un moment où et vous j'ai êtes passé arrêté. devant nous, nous étions stationnés à peu près à 10 km d'ici. Vous avez vu, vous aviez la main comme ça, vous l'avez rabattu aussitôt. Il aura un retrait de 2 points sur son permis de conduire et 22 € d'amende. Les grands moyens. Rien que sur le secteur de Saint-Arnoux-en-Yvelines, 25 hommes sur le bitume, un appui par hélicoptère et une visite de poids pour encourager les gendarmes, la toute nouvelle déléguée à la sécurité routière. Contrôle toujours, au péage cette fois, 500 poids lourds à l'heure, qui font l'objet d'une attention toute particulière. C'est surtout des infractions, là, comme vous le voyez, de gens qui sont étrangers à notre pays. Et c'est des infractions qui touchent notamment les temps de conduite. Omniprésence des forces de l'ordre qui, si elle inquiète les chauffards, est plutôt bien perçue par de nombreux automobilistes. C'est normal, il faut. Nos amis gendarmes sont là pour ça. Et ils ont raison, moi je suis de tout cœur avec eux. Et il n'a pas fini de se réjouir, d'ici la fin de l'année, 700 radars supplémentaires seront installés sur les routes, soit un total de 2000 dans toute la France.
Sachez enfin que la circulation a été entièrement paralysée ce matin sur le périphérique est de la capitale. Une camionnette transportant des bouteilles d'oxygène a été accidentée. Le véhicule a partiellement pris feu. Les pompiers sont intervenus pour tenter de neutraliser ces bouteilles capables d'exploser à tout moment. Pendant 7 heures, le périphérique a été coupé dans les deux sens avec des automobilistes coincés au volant. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de patienter pendant plusieurs heures. Au total, un engorgement spectaculaire de 82 km. Une grippe de saison, le pic de l'épidémie vient d'être atteint. Toutes les régions de France sont concernées, en particulier l'Aquitaine, où l'on compte le plus grand nombre de cas, avec à Bordeaux un standard saturé et des médecins submergés. Francis Mazoyer, Bernard Bonarme. SOS Médecins est débordé à cause de la grippe. Le pic de l'épidémie a été atteint cette semaine. La grippe, c'est une visite sur 4 sur le planning du docteur Jouve. Le petit Lilian a de la fièvre, les yeux fatigués. Bref, les symptômes habituels. Pour 2 secondes, après c'est fini. Après je t'embête plus. Promis. Frissons, courbatures. C'est invalidant parce que soit ils nous décrivent des vertiges, les jambes coupées et souvent ils ne peuvent pas trop bouger de sous la couette. L'Aquitaine est la région la plus touchée devant Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez fièvre et courbatures? D'accord, écoutez, le médecin va venir, hein, monsieur? Aux heures de pointe, il faut 2 heures pour avoir un médecin à domicile. Le standard d'SOS a jusqu'à 50 appels en attente. Ce sont essentiellement des appels pour des enfants et donc aussi pour des adultes. Assez peu pour les personnes âgées, effectivement on le constate parce que je pense qu'ils ont bien suivi la campagne de vaccination et donc sont assez peu touchés par la grippe. Les hospitalisations représentent moins d'1% des cas. C'est rare, mais la grippe peut entraîner des complications, voire être mortelle. C'est régulièrement dangereux pour les personnes les plus fragiles, donc essentiellement les gens qui ont des problèmes respiratoires ou cardiaques. Et ça peut être dangereux de façon beaucoup plus rare, chez des sujets sains, de façon rare, voire exceptionnelle, qui font une complication, non pas directement virale, mais bactérienne de la grippe. Il est trop tard pour se faire vacciner. Pour Lilian, quelques jours de traitement suffiront et la grippe sera vite oubliée. De nouveaux éléments sont apparus dans l'affaire de la disparition du petit Julien. Les enquêteurs explorent désormais une nouvelle zone pour tenter de retrouver l'enfant dont on est sans nouvelles depuis 18 jours. La découverte de traces de sang dans le coffre de la voiture du beau-père de Julien qui s'est suicidé et un coup de téléphone donné quelques heures après la disparition donnent peut-être un nouvel éclairage. Virginie Fichet, Thierry Simonet. Même infructueuses, les recherches de ces derniers jours ne devaient rien au hasard. C'est dans cette zone d'étangs et de marécages près du Rhône que le téléphone portable d'Éric Zemia aurait été localisé la nuit suivant la disparition de Julien. Dans la nuit, le beau-père de l'enfant aurait dit à ses proches qu'il repartait à la recherche du petit garçon. Vers 4 heures du matin, sa compagne l'aurait joint sur son portable. Le relais téléphonique le plus proche le localise dans ce secteur, à une vingtaine de kilomètres au sud de Valence. Après sa garde à vue, Éric Zemia s'est suicidé. Ses frères et sœurs souhaitaient porter plainte pour atteinte à la présomption d'innocence. Leur avocat est aujourd'hui prudent. Aujourd'hui, avec les nouveaux éléments qui sont portés à notre connaissance, s'ils sont avérés, les hypothèses peuvent changer et M. Éric Zemia peut avoir des choses à se reprocher. Dans ces conditions, notre plainte serait parfaitement malvenue. De nouvelles expertises auraient révélé des traces de sang importantes appartenant à l'enfant dans le coffre du véhicule d'Éric Zemia. Traces invisibles à l'œil nu qui auraient été nettoyées. Autant d'indices qui relancent le doute sur l'éventuelle implication d'Éric Zemia, mais laissent perplexe l'avocat de sa compagne. On repart à zéro, on va de nouveau revoir dans ce véhicule et comme par hasard, on va trouver de nouvelles traces de sang. Je veux bien que peut-être les policiers lyonnais soient plus compétents que ceux de Valence. On trouve en plus des traces de sang et qui sont imputables au petit Julien. J'attends les résultats. Il y a quelques jours, Marie-Nadège Seri, la mère de Julien, a porté plainte pour enlèvement et séquestration et s'est constituée partie civile. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte hier, elle pourrait être réentendue prochainement par le juge d'instruction. 3 mois de prison ferme pour Samina Seri. L'acteur comparaissait aujourd'hui devant le tribunal d'Aix-en-Provence pour une bagarre avec des vigiles d'une boîte de nuit. La peine prononcée est inférieure à celle demandée par le procureur. Franck Genozo, Benoît Jourdan. Le sourire retrouvé de Samina Seri. Cet après-midi, l'acteur a finalement été condamné à 3 mois de prison ferme pour violence à l'entrée d'une boîte de nuit et à 1 mois ferme pour outrage. Le procureur avait requis 6 mois. La décision du tribunal est plutôt clémente. L'acteur ne fera pas appel.
Aujourd'hui, c'est un jour important pour lui parce qu'il va pouvoir repartir d'un très bon pied, avec beaucoup d'optimisme. Il va se soigner, il en a encore besoin. Et puis, encore une fois, le tribunal, je crois, a su l'entendre et a su le comprendre. Je pense que le tribunal a ramené ces faits à leur juste proportion, loin de toute surexcitation causée par la personnalité de Samina Seri. Samina Seri a l'obligation de se soigner. Sa peine pourrait d'ailleurs être aménagée sous forme de soins médicaux ou de cures de désintoxication. En attendant, l'acteur retourne en prison où il purge une peine de 6 mois pour une précédente condamnation. Réputé aussi instable que talentueux, Samina Seri est le mauvais garçon du cinéma français. Marseille Express à votre service. C'est sa 5e condamnation pour violence, outrage ou conduite en état d'ivresse. Et peut-être pas la dernière. Dans 2 mois, il comparaîtra à Paris cette fois. En novembre 2005, il avait défiguré un jeune styliste à l'aide d'un cendrier en verre. Sachez enfin que la Cour de cassation estime que Dieudonné s'est bien rendu coupable d'injures raciales en comparant les Juifs à une secte et une escroquerie. Il devra en rendre compte, contrairement à ce qu'estimait la Cour d'appel de Paris. Les salariés d'Alcatel poursuivent leur mobilisation. Ils ont manifesté aujourd'hui à Paris, mais aussi à Rennes, où les élus de la région Bretagne, à l'unanimité, ont décidé de bloquer l'aide d'1 800 000 €, une subvention qu'ils avaient accordée au groupe des télécoms. Éric Pinault, Michel Hiver. L'image est cynique. Les salariés rennais d'Alcatel-Lucent ont assisté ce matin au démontage du panneau qui annonçait la construction de leurs nouveaux locaux. Finalement, Alcatel ferme ses portes. Fermer un site comme le nôtre qui a beaucoup de compétences, qui a un savoir-faire qui ne doit pas être très répandu en France, même en Europe, c'est vraiment dommage, quoi. Et pourtant, le groupe franco-américain supprimerait 200 emplois à Rennes. Le Conseil régional de Bretagne réagit. Il suspend sa subvention, 1 800 000 € pour soutenir l'entreprise dans le cadre d'un pôle de compétitivité. Qu'est-ce qui préside le choix de fermer Rennes plutôt que tel site aux États-Unis ou ailleurs? On aurait voulu pouvoir discuter de cela. Après tout, on vient nous demander notre argent, enfin l'argent public, pour permettre la continuation du développement de cette entreprise. On voudrait pouvoir aussi discuter des conditions dans lesquelles cet argent public s'investit. La fusion entre Alcatel et l'américain Lucent en décembre dernier portait l'espoir d'un développement supplémentaire. Aujourd'hui, les salariés se sentent exclus. Même si le siège social est toujours à la Boétie à Paris, j'ai l'impression que le centre de décision s'éparpille et on ne maîtrise plus rien. Les élus régionaux sont prêts à rouvrir la bourse si Alcatel-Lucent revient sur sa décision. Mercredi, les salariés bretons espèrent rencontrer leurs dirigeants. Le câble opérateur Nous Numéricable a été placé sous surveillance par la Direction générale de la concurrence. Motif, l'augmentation du nombre incessant de plaintes à l'encontre de l'opérateur. On passe à la politique. Le 2e porte-avions dont pourrait se doter la France est devenu en 24 heures un débat de campagne entre les candidats. Thierry Curtet, Jean-Marc Nouknouk. La campagne est à l'heure des choix. C'est Ségolène Royal qui cette fois-ci lance le débat et fixe ses priorités. Au détour d'un discours très attendu sur l'éducation, la candidate explique qu'elle entend économiser l'argent d'un 2e porte-avions français. Je n'engagerai pas la construction d'un 2e porte-avions car je considère que cet équipement doit se faire dans le cadre de l'émergence d'une défense européenne. Cette marge de manœuvre supplémentaire, cette valeur-là, n'ira pas à la défense nationale, mais ira à l'éducation nationale. Voilà la différence. Un discours fait pour séduire à gauche. À 10 000 km de là, Nicolas Sarkozy lui répond. Enfin, c'est quand même une idée curieuse que celle qui consiste à dire aux Français, il va falloir choisir, soit vous éduquez vos enfants, soit vous assurez leur sécurité. Moi, je veux à la fois de la sécurité pour la France et une bonne éducation pour les Français. Parmi les autres candidats, Jean-Marie Le Pen affirmait ce matin qu'un 2e porte-avions est à ses yeux nécessaire. François Bayrou, sur notre antenne hier au soir, expliquait sa conviction d'un chantier européen. Je pense qu'il faut le faire avec les Anglais. Avec les Anglais Bon. Je pense qu'il faut partager le coût. Je pense qu'une grande partie de la défense doit être européenne. Je pense que l'idée selon laquelle c'est un pays tout seul qui peut porter cet immense effort de fabriquer les armes, cet effort doit être partagé. En fait, même s'il peut encore être interrompu, ce programme est déjà lancé. Il est franco-anglais, prévoit la construction de 3 nouveaux porte-avions.
2 Britanniques, 1 Français. La France a déjà dépensé 200 millions d'euros, dont la moitié pour bénéficier des études anglaises. Jean-Marie Le Pen poursuit sa campagne aujourd'hui en Picardie. Il a rendu hommage aux Chinois morts dans les années 14-18 dans un petit cimetière de la Somme. Le leader du Front National qui a ensuite déjeuné avec les maires de la région. Le parti n'aurait toujours pas ses parrainages. Arnaud Boutet, Stéphane Guillemot. Les Chinois de Noyelles sont certainement à 100 lieues de penser qu'on viendrait un jour leur rendre visite. Les Chinois, 849 tombes posées sur une colline, des civils amenés par les Anglais pendant la Première Guerre mondiale, des travailleurs devenus les oubliés de l'histoire. Jean-Marie Le Pen joue les sages et leur rend hommage. Ce ne sont pas des immigrés clandestins, ils ne sont pas venus clandestinement en France. Ils ont été utiles, non? Ils ont été utiles, bien sûr, oui. Ségolène Royal avait inventé la bravitude, Jean-Marie Le Pen ne peut s'en empêcher. Son proverbe à lui casse un peu tous les efforts de la matinée. Oui. Un Français vivant vaut mieux qu'un Chinois mort. Dans le bar du camping voisin, l'ambiance se veut festive. La famille Front National accueille son champion en quête de respectabilité. On nous a dit, monsieur, vous êtes contre l'immigration, contre la politique d'immigration, donc vous êtes un raciste. On nous a dit ça pendant 20 ans, il a fallu lutter. Maintenant, c'est un peu fini. Tout le monde sait qu'il y a un phénomène d'immigration extrêmement important. Mais aujourd'hui, vous désirez dédiaboliser son image. Aujourd'hui, il faut peut-être utiliser des symboles pour montrer son véritable visage. Mais la communication a aussi ses limites, car pour de nombreux militants, la priorité porte un nom. Qu'est-ce qu'il peut apporter Jean-Marie Le Pen? Il arrête l'immigration. À gauche, à gauche, à gauche. Jean-Marie Le Pen semble prêt à toutes les pirouettes. À gauche pour une fois. Parce que ses déplacements sur le terrain sont rares, Jean-Marie Le Pen en profite pour les charger de symboles. Il veut surprendre et tente de prouver que l'image de son parti évolue. Enfin, le Parti des travailleurs, emmené par Gérard Skivardi, qui se présente comme le dernier vrai socialiste, maire d'une petite commune de l'Aude. Gérard Skivardi veut être le candidat des maires. Et il a d'ailleurs précisé qu'il avait ses 500 signatures. Il prône la rupture avec l'Europe. La fin du sommet France-Afrique sur un bilan modeste dominé par le drame du Darfour. Au plan politique, c'est probablement une page qui se tourne, une nouvelle ère dans les relations avec le continent noir. Enfin, pour Chirac l'Africain, le dernier sommet de son quinquennat. Thierry Tuillier, Francis Forget. Il a fallu beaucoup de persuasion à Jacques Chirac pour convaincre le Soudan et ses voisins de s'asseoir à la même table au sujet du Darfour. Mais hier soir, malgré la tension, un texte a été signé entre les présidents soudanais, tchadiens et centrafricains. Avec le but affiché de stopper la contagion de la guerre du Darfour au-delà de la frontière soudanaise et d'empêcher les infiltrations de groupes rebelles. Un premier pas selon Jacques Chirac. L'accord obtenu hier soir, sous l'égide de l'Union africaine, doit, nous l'espérons, permettre la reprise du dialogue entre le Tchad, le Centrafrique et le Soudan. Cet accord ne règle pas la crise du Darfour. Le président soudanais El-Béchir, très entouré ce matin, a froidement rappelé son opposition à tout déploiement de troupes internationales à la frontière et dans le Darfour. Une mise en garde qui officiellement n'a pas gâché ce sommet pendant lequel certains chefs d'État amis de Jacques Chirac y sont allés de leur hommage. Vous avez su apporter à la relation Afrique-France une touche personnelle, faite de chaleur humaine, de complicité et d'attention. Mais pour Jacques Chirac, l'heure de la retraite n'a pas sonné. Vous me demandez si c'est mon dernier sommet. Je vous réponds oui, pour cette année. Jacques Chirac n'a pas voulu que ce sommet marque ses adieux à l'Afrique. Il a quand même laissé un message pour l'avenir. La France devra tenir son rôle dans une Afrique convoitée, une France dont il sait pourtant qu'elle est en recul sur le continent noir. La guerre sanglante au Darfour qui s'étend aux pays voisins, le Tchad où commencent à sévir ces milices arabes du Soudan, les Janjaweed qui violent et torturent. Seules encore sur le terrain sont présentes quelques organisations humanitaires qui tentent de soigner les blessés chaque jour plus nombreux. Reportage de nos envoyés spéciaux Dominique Derda, Frédéric Guiraud et Sylvain Barral. Il est arrivé la veille avec une sale blessure à la jambe, une balle de fusil automatique qui lui a brisé le fémur. À l'hôpital de Gosbeida, le seul dans un rayon de 200 km, les 2 médecins et les 4 infirmiers sont débordés.
Jamais ils n'ont connu une telle affluence. L'année passée, j'ai travaillé ici presque 8 mois et dans 8 mois, j'avais reçu seulement des blessés par balle. Cette année, au contraire, ça fait déjà que je suis revenu, ça fait 2 mois que je travaille ici encore. J'ai déjà reçu presque 180 blessés par balle. Ceux qui trouvent la force de parler racontent tous la même histoire. Ce sont des hommes à cheval qui les ont attaqués. Blessé à la tête, au dos et à la main, Issar Yagoub a bien cru que sa dernière heure avait sonné. Ils sont venus du Wadaï, tout près d'ici. Et puis de l'Est aussi, des Arabes. On ne sait pas pourquoi ils s'en sont pris à nous. Ceux de ma tribu ne leur ont jamais rien fait. De part et d'autre de la frontière entre le Tchad et le Soudan, leur nom à lui seul suffit à semer la terreur. Ces cavaliers de l'Apocalypse, on les appelle les Janjaouides. À la fin de la saison des pluies, les troupes de l'armée tchadienne ont quitté la région pour aller plus au nord, défendre Abéché, Biltine ou Guéreïda, que menace la rébellion opposée au président Idriss Déby. Les paysans des environs ont vite compris qu'il valait mieux aller chercher refuge ailleurs. Les villages abandonnés se comptent par dizaines. Ceux qui restent se hâtent d'engranger leurs récoltes en priant pour que le mauvais sort ne s'abatte pas sur eux. Pour nous défendre, nous n'avons que des machettes et des lances. Notre vie est entre les mains de Dieu. Alors que nous parlons, des hommes à dos d'âne et à cheval passent à quelques dizaines de mètres. Ce sont des Janjaouides, disent les paysans. À première vue, pourtant, ils n'ont pas l'air bien méchants, mais tant qu'ils n'auront pas disparu à l'horizon, chacun retiendra son souffle. Au Darfour voisin, le gouvernement de Khartoum se sert de ces milices arabes pour harceler la population noire. L'instabilité qui règne à l'est du Tchad leur ouvre grand les portes d'un nouvel espace à conquérir. Daguessa était une ville de garnison, c'était aussi un grand marché. Aujourd'hui, il n'y reste plus grand monde. Avant de plier bagages, les soldats ont distribué quelques armes et puis ils ont souhaité bonne chance et bon courage à ceux qui le laissaient derrière eux. Avec les policiers, les gendarmes, on s'organise du mieux qu'on peut pour protéger la ville. Mais on espère surtout que les militaires reviendront bientôt pour assurer notre sécurité. Pour tenter d'empêcher les Janjaouides de pénétrer en territoire tchadien, la France propose de déployer de ce côté-ci de la frontière un contingent de casques bleus. Bien sûr, cela ne suffirait pas à régler la crise du Darfour. Mais ce serait toujours mieux, dit-on à Paris, que de rester les bras croisés. Le président soudanais qui a redit son opposition au déploiement de casques bleus aux côtés des soldats de l'Union africaine. Dans le reste de l'actualité à Paris, le célèbre centre international de conférences tout près de l'Étoile est en vente. L'État a décidé de se séparer de ce bâtiment exceptionnel dont l'histoire se confond avec celle du siècle. David Boéry, Pascal Caron. Depuis quelques jours dans la presse, une annonce immobilière exceptionnelle. L'État met en vente cet immeuble parisien. Un bâtiment de 30 000 m², avenue Kléber, à 2 pas de l'Arc de Triomphe. C'est aujourd'hui le centre de conférences international, la propriété du ministère des Affaires étrangères. Voici le grand salon du centre de conférences international. Nous l'appelons le salon des ambassadeurs. C'est une vaste pièce dans laquelle sont organisées les conférences. Il a une capacité qui permet de faire des conférences jusqu'à 350 personnes. Un lieu historique. C'est dans cette salle qu'a notamment été signé le cessez-le-feu de la guerre du Vietnam en janvier 1973. À l'origine, dans les années 20, c'était un grand hôtel, le Majestic. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est réquisitionné par le commandement militaire allemand à Paris. Dans les années 50, le bâtiment accueillera le siège de l'UNESCO, avant de devenir un haut lieu de la diplomatie. Il y a 15 jours encore, c'est ici qu'était organisée la conférence sur le Liban. Mais l'État veut aujourd'hui s'en séparer. Il se trouve que le ministère des Affaires étrangères est réparti sur 8 sites à Paris. C'est beaucoup trop, ça pose d'énormes difficultés de fonctionnement au quotidien et en plus c'est cher. Et donc il faut qu'on se regroupe. Déjà de nombreux candidats à l'achat ont visité les lieux. Ils sont tous très intéressés par ces 7 étages de bureaux dans le quartier des Champs-Élysées. Compte tenu de sa situation géographique, compte tenu de la demande aujourd'hui sur le marché de l'immobilier de bureau, tous les investisseurs, tous les fonds d'investissement internationaux ainsi que les foncières cotées pourraient être des candidats potentiels à l'acquisition de cet ensemble exceptionnel. Au dernier étage, cette immense terrasse avec vue imprenable sur Paris. L'immeuble pourrait redevenir un grand hôtel. L'État n'a fixé aucune mise à prix, mais il espère le vendre au moins 500 millions d'euros. En Loire-Atlantique et en Vendée, pour préserver les stocks d'alevin d'anguille, la pêche est interdite pendant 1 an, une pêche qui fait l'objet de nombreux braconnages. À 400 € le kilo à la vente, le poisson est très convoité et la chasse aux braconniers est parfois spectaculaire. Reportage Anne Guillet, Alain Darigrand. Dans ce camion banalisé qui roule à vive allure, les gendarmes tentent de repérer les lampes de pêcheurs.
Hop, c'est parti. Tout le monde va à gauche. Hein. C'est parti pour 2 heures de chasse aux braconniers. La réussite de l'opération dépend de la rapidité de l'intervention. Mais près de l'écluse, les pêcheurs ont déjà filé. Dudu, demande à l'hélico où est-ce qu'il a vu des lampes. La gendarmerie a déployé les grands moyens. Un hélicoptère et 5 brigades ont été mobilisées. Quelques pêcheurs sont au rendez-vous. Première vérification, la taille du matériel. 75 par 53. C'est réglementaire ça? Non, pas du tout. D'accord. Bon, Celui-ci s'en tire avec un avertissement, mais un peu plus loin, tout le matériel est saisi. C'est confisqué là, monsieur? Oui, c'est confisqué et détruit. Pour éviter l'amende, certains ont préféré s'enfuir en laissant leur pêche. Les petites anguilles sont de suite remises à l'eau. Je crois que c'est principalement pour l'environnement, parce que je crois qu'on est vraiment dans une protection des espèces. Pêcher la civelle, c'est en grande quantité, c'est porter atteinte au développement des espèces. La pêche de la civelle est très réglementée, pour les professionnels comme pour les particuliers. Mais les prix, environ 400 € le kilo à la vente, incitent au braconnage. Destination, l'Espagne et la Chine. Bonsoir, gendarmerie, contrôle. Bilan de la soirée, quelques procès-verbaux et du matériel confisqué. Un bilan mitigé, mais l'opération a valeur d'avertissement pour la fin de la saison de pêche. Je vous propose maintenant de partir pour le Sri Lanka. Image plutôt étonnante de cet éléphant en colère, une tonne de mauvaise humeur. François-Julien Piednoir. Il y a des vannes qui ne font pas rire les éléphants. En tout cas, pas le van de l'équipe d'Espagne venu participer à ce tournoi de polo à dos d'éléphant au Sri Lanka. 4 tonnes en colère, mais pourquoi le pachyderme est si énervé? Est-il mauvais joueur? Est-ce le stress de la compétition? Ou peut-être sa femelle qui le trompe? Le coach de l'animal avance un argument pour sa défense. C'est le stress, il n'y a pas que les hommes qui sont stressés, l'éléphant aussi, surtout lorsqu'il se retrouve au milieu d'autres animaux qu'il ne connaît pas. À bout d'arguments, l'homme sort les grands moyens. Mais pas question de tuer le pachyderme énervé. Il sera seulement anesthésié, car au Sri Lanka, les éléphants sont sacrés. Résultat du tournoi, l'éléphant a gagné, 1-0. Nous en parlions au début de ce journal. Les vacanciers de la 2e zone prennent la route des sports d'hiver. Il y a bien sûr les plaisirs de la glisse, d'autant que la neige est là. Mais après le ski, les stations offrent désormais d'autres plaisirs. La balnéothérapie avec des spas qui s'adressent à tous. Benoît Bringer, Frédéric Bonne. En montagne, on appelle ça un jour blanc. La neige se confond avec les nuages, à moins que ce ne soit l'inverse. Impossible de distinguer les reliefs. Pas un temps à mettre une spatule dehors, à trancher ce couple de vacanciers. Il neige pas mal, un peu de vent, un peu de froid, et puis sincèrement, c'est les vacances. Alors, ils ont opté pour le plan B. B comme balnéothérapie. Bulle, bain chaud, bien-être. C'est vraiment un contraste. Là, bon, en hiver, le froid, évidemment, le froid, la neige, et le côté sportif, et là, d'un coup, c'est la vraie détente, quoi. B comme business également. Dans ce centre de 6000 m² qui vient de sortir de terre, sauna, hammam, salle de musculation et piscine. Un argument de plus pour attirer les vacanciers. Les gens aujourd'hui qui vont venir ici, ils vont toucher à plus d'activités, donc ils vont éventuellement revenir sur la station, c'est ce qu'on souhaite. On essaie de faire une prestation de qualité pour que les gens aient envie de revenir et que ce soit pour eux quelque chose qu'ils vont même communiquer à l'extérieur auprès de leurs proches. Les professionnels du tourisme l'ont bien compris. Dans cette station, le moindre 2 étoiles a désormais son spa. Mais si l'on veut plus qu'un simple bain chaud, il faut y mettre le prix. Dans cet établissement haut de gamme, comptez 60 € pour vous faire envelopper d'une crème amincissante au chocolat. La première fois, on n'y vient pas très convaincu, mais finalement, on y revient bien. Parce qu'en plus du massage, il y a également cette odeur qui est vraiment bienfaisante. Plus étrange encore, ce spa du 21e siècle. Un drôle de sarcophage qui fait à la fois hammam et hydromassage, dans lequel on peut se relaxer en lumière et en musique.
À l'occasion du salon Rétromobile à Paris, Ferrari n'aura plus de secret pour nous. Le célèbre constructeur italien nous ouvre son atelier, celui où sont soignés et restaurés comme des œuvres d'art ces trésors de la mécanique. Luc Bazizin, Philippe Turpot. Des trésors dévoilés pour nous. Ces voitures-là sont dorlotées et pour cause, elles ont toutes plus de 20 ans. Nous sommes chez Ferrari Classique à Maranello en Italie, 950 mètres carrés d'atelier réservés à la restauration de modèles que l'on aborde non seulement avec des pincettes mais aussi avec des gants blancs. Les orfèvres de la mécanique redonnent vie à de vieux moteurs. J'ai l'impression d'être encore un jeune homme de 20 ans. C'est le moteur sur lequel je travaillais il y a 30 ans. Je retrouve les mêmes émotions qu'à l'époque. Ferrari conserve tous les dessins des moteurs et des carrosseries depuis le premier modèle en 1947. Alors, rien de plus simple pour reconstruire à l'identique des parties entières de voitures. Mais pour cela, il faut du temps de 8 à 12 mois et de l'argent. Le prix moyen aujourd'hui d'une restauration est aux alentours de 100 000 €. Ça dépend du modèle, ça dépend de ce que le client désire faire. Dès le départ, après la guerre en 1947, le fondateur Enzo Ferrari a misé sur des voitures de compétition. Aujourd'hui encore, la Formule 1 reste sacrée pour l'image de marque. On a pris un positionnement complètement différent par tout le monde. On est resté petit, on veut rester petit, exclusive, bien sûr des voitures de luxe, mais ce n'est pas un luxe ostentatoire. C'est un luxe des technologies, des compétitions, des défis. Et les défis, Jean Todt, figure emblématique de Ferrari, en a relevé quelques-uns avec son poulain fétiche, Michael Schumacher. Pour lui, Ferrari, c'est plus qu'un mythe. Ferrari, c'est un petit peu une religion pour les gens qui aiment l'automobile, qui ont la passion des belles choses. Et les beaux objets agrémentent aujourd'hui le musée Ferrari. Difficile de faire un choix. Ce que disait Enzo Ferrari, c'est que la plus belle des Ferrari, c'est celle qui reste encore à construire. Et ça ne semble pas près de s'arrêter avec plus de 5700 voitures fabriquées par an. Juliette Gréco sur scène à Paris au Théâtre du Châtelet pour ses 80 ans. La Muse de Saint-Germain-des-Prés, l'ami de Sartre-Sagan ou encore Boris Vian continuent de marquer son époque. 4 concerts exceptionnels. Abdel Mostefa, Didier Dahan. En route pour le concert aux côtés de Juliette Gréco, une ville et une vie défilent. Non monsieur, je n'ai pas 20 ans. 20 ans, c'est l'âge du... On ne peut s'empêcher de parler avec elle de ses 20 ans à Saint-Germain-des-Prés, quand des Sartre, Prévert, Queneau, fascinés, lui offraient des chansons. Les gens de mes tout débuts m'aimaient beaucoup. Je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi. Et ils m'ont protégé, ils m'ont porté. Et ils m'ont aidé à surmonter ce trac terrible qui ne me quittera jamais. Et comment n'y aurait-il pas de trac aujourd'hui encore, alors qu'elle intègre à son répertoire de nouvelles chansons, comme celle écrite par Rod Agile et Julien Clerc. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, bouche serrée, comme une langue ancienne. En 1h30 de tour de chant, quelques nouveautés et des grands classiques interprétés avec fraîcheur et appétit. T'es toute nue sur ton poule, et la rue qui est ma boule, joli mot. T'as ton cœur à ton cou, et le palais par en dessous, joli mot. Je suis en perpétuel état de doute, perpétuel état de désir de progresser. Quand je dis que je fais des progrès, que j'ai fait des progrès, les gens ricanent, mais il n'y a pas de quoi ricaner du tout, que je fais des progrès. T'es toute nue sur ton poule, et la rue qui est ma boule. T'es toute nue sur ton poule, et la rue qui est ma boule. Et au final, bien sûr, l'ovation pour une môme de 80 ans. C'est un record théâtral au cœur du quartier latin. Depuis 50 ans, la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco est jouée tous les soirs au théâtre de la Huchette avec les mêmes décors, les mêmes costumes et la même mise en scène. Sophie Jouve, Didier Dahan.
Dans la rue de la Huchette, au milieu des restaurants grecs, on le voit à peine. Et pourtant, on se bouscule dans ce petit théâtre de 80 places, où l'on joue depuis 50 ans la cantatrice chauve de Ionesco. Je suis venu il y a 40 ans, quand j'étais écolier. Quand j'étais jeune, je venais là déjà, donc les générations se suivent. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous sommes anglais, que nous habitons les environs de Londres et que notre nom est Smith. Il avait mis un genou par terre et il se tenait penché. Oui, penché. Et pendant une semaine, la troupe des débuts rejoue ensemble. Et se souvient du scandale qu'avait déclenché ce chef-d'œuvre de dérision dans les années 50. Je la connais. Moi, je me souviens qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait encore, ça arrivait fréquemment que des gens quittent la salle en disant de qui se moque-t-on. Nous-mêmes, on n'en revient pas. On a l'impression qu'on a commencé il y a 10 ans. Parce que c'est un texte dans lequel on croyait vraiment à l'époque et dans lequel on croit toujours. La preuve, c'est qu'on est toujours là et qu'on joue avec enthousiasme. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Oh! Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que, excusez-moi, mais j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui. Et chez vous? Ça ne brûle pas non plus? Non, malheureusement. Pour remettre ce Molière d'honneur à Jacques Legré. Entretenir la flamme depuis tant d'années, cela valait bien un Molière d'honneur en l'an 2000. Aujourd'hui encore, chaque rôle emploie plusieurs acteurs en alternance. Personne ici qui fait Madame Smith dans cette... Alors, à la Huchette, on distribue les rôles, on planifie, comme dans une petite entreprise. Dernier jour d'avril, je crois. Et les spectateurs, est-ce qu'ils étaient bons ce soir? Parfois ils sont très bons, parfois c'est médiocre. Ce soir, c'était plaisir. Hein. Heureux. Les comédiens ont même racheté le théâtre. Autant dire que la cantatrice chauve n'a pas de cheveux à se faire. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, suivi du point route Valérie Maurice. 20h50, votre soirée polar avec PJ et avocats associés. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2.